La vision de cette image à la fois grotesque et surnaturelle m'a fait penser à Mondrian, un Mondrian discount cependant, et par déclinaison à Almodovar, qui en est son héritier cinématographique le moins dissimulé. Autant qu'à Mondrian, cette tenue inédite, totalement extravagante et qui en a fait marrer plus d'un, ramène à Fellini Roma où un défilé de mode présentait les nouvelles tenues des prêtres et des évêques, accompagné d'une musique baroque, pour ne pas dire un tantinet anxiogène, à comparer aux inspirations de l'organiste en ce jour d'inauguration, à moins qu'il ne s'agisse d'une clôture, de la nouvelle Notre-Dame. Par ailleurs, l'affiche originale du film de 1972, Almodovar s'en est inspiré à travers Victoria Abril qui adopte la même position dans une scène d'Attache-moi. La fusion en une même image du mythe de la mère et de la putain. Almodovar est avec Tarantino le cinéaste qui a le plus contribué à diffuser la culture Illuminati dans le monde. L'un et l'autre sont adulés comme des rockstars, phénomène assez exceptionnel pour des metteurs en scène de cinéma, mais pas tout à fait inédit. Fellini bénéficiait lui aussi d'une idolâtrie assez comparable, avec un cinéma beaucoup plus goûteux, d'où on ne ressortait jamais avec ce goût aigre que me laissent les deux susnommés, mais je ne parle que pour moi. Quand je parle de culture Illuminati, il s'agit de la diffusion d'idées utiles à détruire les valeurs chrétiennes en général, dont la lutte sociale est un des composants fondamentaux. Le culte dont bénéficiait le cinéaste espagnol a été favorisé par la nature de son cinéma qui met souvent en premier plan des homosexuels et des trans, ce qui n'a en soi rien de déplaisant ni de grossier. Il est sans doute le premier cinéaste au monde à avoir sorti les homosexuels du carcan dans lequel on les enfermait à l'écran, dans des films type Cage aux folles. Dans les films d'Almodovar, ils prennent au contraire la place naturelle qu'ils ont dans la société, et l'orientation sexuelle de ces personnages n'est d'ailleurs dans ces films qu'un sujet secondaire, excepté pour les trans, qu'il a montré dans plusieurs films comme des martyrs. Il n'en reste pas moins qu'Almodovar soit devenu, à son corps défendant, on ne sait pas, le cinéaste des trans et des gays, que le système auquel il appartient valorise cet aspect de son cinéma pour en faire un modèle de société cher à la gauche culturelle, alors qu'au contraire, les trans et les gays dans ces films ne devraient même pas être considérés comme tels, mais simplement comme des protagonistes de l'histoire, au même titre que les autres personnages. Almodovar, cinéaste multi-récompensé à travers le monde, doit ses trophées à ses qualités d'artiste qu'il partage à part égale avec son conformisme intellectuel. Comme la totalité des artistes de régime, quelle que soit leur culture, leur style, leurs moyens d'expression et leur nationalité. Aussi divers soient-ils en apparence, tous semblent avoir été engendrés par un seul et même moule. Soutien à la candidate démocrate aux États-Unis en 2016, il est à l'unisson avec l'ensemble du show business international pour exprimer sa détestation de Donald Trump, feignant de ne pas savoir qu'il mange à la même gamelle que lui, signataire de pétitions contre le réchauffement climatique, signataire d'une pétition en soutien à Roman Polanski, a pris pour argent comptant la période Covid, dont il a parlé sans la moindre distance critique dans un texte publié par Télérama, vient de sortir un film en faveur de l'euthanasie, attendons de le voir quand même avant d'en parler en bien ou en mal, mais de la part d'un cinéaste qui a réalisé Tout sur ma mère ou Parle avec elle, on aurait plus volontiers attendu un film sur la compassion à l'égard des gens en fin de vie, qui, me semble-t-il, est une bonne opportunité pour évoquer le sens du sacrifice. Ce qui aurait été apprécié comme un acte de rébellion à l'égard du monde thanatique qui vise à faire de la mise à mort des gens les plus fragiles une pratique universelle et constitutionnelle. Mais c'est ce monde-là qui a mis au monde Almodovar et lui a permis de devenir ce qu'il est devenu. À la tête d'une fortune de 40 millions d'euros, ce bien-pensant de gauche partage toutefois avec les mal-pensants de droite la même pratique de l'évasion fiscale. Sa biographie nous dit qu'il a été élevé chez les prêtres, dont il a été peut-être la victime, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à se détacher de la religion et se déclarer désormais totalement athée, terrifié par l'idée de mourir un jour. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ah oui, absolument. Pourquoi, Pedro? Tu as peur de l'enfer?
Aurais-tu signé un pacte avec le fourchu? Tu fais un film en faveur de l'euthanasie et tu as peur de la mort. Hypocrisie, contradiction, ou bien es-tu aussi dissocié que les personnages de tes films? La réponse est dans la question. Pedro est un grand initié, imprégné par une culture luciférienne, je ne trouve pas de synonyme à ce mot, alors j'emploie un mot à la mode, culture dont la plupart de ses films affichent la symbolique, particulièrement à partir d'Attache-moi, le film qui a propulsé sa carrière à l'international et qui est un remake non reconnu par l'auteur de L'Obsédé. L'Obsédé est un film de William Wyler tourné en 1965 où un petit employé de banque, collectionneur de papillons, kidnappait une jeune étudiante dont il était amoureux, ceci pour la forcer à tomber amoureuse de lui. Attache-moi met en scène un cas social libéré d'une institution psychiatrique qui kidnappe une jeune comédienne dont il est amoureux pour lui aussi la forcer à l'aimer. On retrouve dans le film d'Almodovar les grandes lignes du film de Wyler. Dans L'Obsédé, le héros venait de gagner 510 000 livres à un jeu de hasard. Dans Attache-moi, il dit posséder 5000 pesetas. Et dans les deux films, le personnage est amené à se rendre dans une pharmacie pour trouver des médicaments utiles à soigner son otage. Remake, vous avez dit plagiat? Les deux fins sont toutefois différentes, pour ne pas dire opposées. L'otage de l'obsédé mourait de ses mauvais traitements, tandis que celle d'Attache-moi, victime du syndrome de Stockholm, va épouser son ravisseur à la fin de l'histoire. Les deux films sont très imprégnés par la culture MK Ultra qui s'appuie sur les mauvais traitements pour programmer un individu à accomplir un acte en particulier. La mise en scène de cette symbolique est repérable dans les deux films, ce qui voudrait dire que William Wyler en 1965 et Almodovar en 1989 en connaissaient bien les codes. Cette culture MK est apparue de manière explicite dans les années 60 dans le cinéma italien, anglais, français et bien sûr américain, dont je ne saurais trop que conseiller la vision successive de L'Obsédé de William Wyler et Bunny Lake a disparu d'Otto Preminger, tous deux tournés la même année 1965. Film dont les personnages auront influencé le personnage de l'astronaute de 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour ce qui est d'un certain cinéma italien dans lequel Attache-moi trouve ses racines, cette culture MK Ultra s'exprime dans le giallo, notamment dans des films comme 6 femmes pour l'assassin, avec une symbolique marquée par les papillons et la fragmentation de la personnalité. Le parfum de la dame en noir, Je suis vivant, je parle de films revus dernièrement, dont la marque de fabrique, lorsqu'ils sont en couleur, est une colorimétrie très saturée. Attache-moi est volontairement tourné comme un giallo, ce qui justifie au générique la présence d'Ennio Morricone. Précisons toutefois que le terme MK est un terme générique qui s'agrège une symbolique luciférienne déjà présente dans les films allemands de Fritz Lang, réalisés bien avant la mise en place du programme MK, lequel a récupéré cette symbolique, sa culture et ce qu'on pourrait appeler sa magie. La symbolique luciférienne ne signifie pas non plus qu'on ait affaire à des metteurs en scène lucifériens, Lucifer n'étant pas une personne, bien que nous n'en sachions rien, mais un système de valeurs. Cependant, tous ont été initiés et ont franchi les grades supérieurs de sectes en tout genre. On va laisser de côté le film de Wyler qui a servi de matrice à Almodovar pour nous intéresser avec Attache-moi à la mauvaise éducation tournée 15 ans plus tard, où la question du viol d'un enfant par un prêtre est au cœur du sujet du film. Bien qu'il nie que le film soit autobiographique, cette mauvaise éducation est celle que reçoit un enfant dans une pension catholique, dans un film utile à circonscrire davantage la question de la pédophilie à l'intérieur des cercles catholiques où les curés sont de surcroît des assassins qui absolvent leurs crimes en invoquant le camp de Dieu. Autre pont doré pour la diffusion de cette culture farouchement antichrétienne, véhiculée par d'autres films tels que Doute, précédemment Au revoir les enfants, dans une scène seulement avec François Berléand, plus récemment Grâce à Dieu, des films qui, bien que décrivant une réalité, servent de vitrine à une boutique dans laquelle on aimerait aussi voir des films sur la pédophilie, tout aussi endémiques dans l'éducation nationale. On se rappelle toutefois des risques du métier et de mourir d'aimer, tous deux du même André Cayatte, qui en effet envisageait le problème sous l'angle de l'absolution à l'égard des coupables.
Les prêtres, eux, ne sont jamais absous au cinéma. Attachement et la mauvaise éducation sont 2 films qui racontent les mésaventures de comédiens de cinéma en dehors du plateau de tournage, tout en mêlant leur histoire à l'intrigue du film qu'ils sont en train de tourner. Dans Attachement, Ricky, jeune délinquant, enlève Marina, comédienne en train de tourner un film. Dans La mauvaise éducation, Ignacio retrouve son ami d'enfance, devenu metteur en scène de cinéma, lequel va mettre en scène la vie brisée d'Ignacio, qu'il découvre au fur et à mesure qu'il la tourne. Le scénario d'Attachement est relativement pauvre, tandis que celui de La mauvaise éducation enchaîne les rebondissements, tous improbables, d'une intrigue à la complexité totalement artificielle. C'est par ces aspects que le côté factice du cinéma d'Almodovar rejoint celui de Tarantino. On peine sincèrement à épuiser une dramaturgie réellement construite, un réel enracinement dans un milieu, une culture, sinon que ce milieu et cette culture semblent davantage singés à force d'artifice que réellement incarnés. Si on sent les parfums de l'Espagne dans les films de Carlos Saura, l'Espagne de Pacotti et d'Almodovar sent davantage le Mercadona. Ses admirateurs sont d'un avis radicalement contraire, et je m'en félicite. Dans Attachement, le film commence quand Ricky sort de l'hôpital psychiatrique où il était interné. Son projet est de se réinsérer dans la société, et au moment où il rassemble ses affaires pour quitter l'hôpital, un autre pensionnaire de l'établissement, qui a trouvé refuge auprès de la Vierge Marie, lui donne ce qu'il prétend être la carte de membre de la société. Naturellement, c'est un fou, mais un fou conscient que la société n'est pas un monde libre. C'est une organisation qui fonctionne comme un club privé. Le film ne raconte rien de plus que l'histoire d'un jeune type qui cherche à se fondre dans la masse des anonymes, ceux qui fondent une famille et travaillent pour gagner leur vie, et la psychose dont souffre le personnage semble guérie à la fin du film parce qu'il a forcé une femme à tomber amoureuse de lui. Machisme à l'espagnol ou procédé qui permet à Marina, qui semble, tout comme lui, éclater en morceaux, de se reconstruire. En effet, quand il la retrouve, il lui dit qu'ils ont déjà fait l'amour, mais Marina ne s'en souvient pas, parce que c'est une actrice porno qui couche avec beaucoup d'hommes. L'intrigue, comme celle de tous les films d'Almodovar, et c'est ce qui explique une grande partie de son succès, est celle d'une telenovela. Mais une telenovela qui exclut la majeure partie du public des telenovelas, c'est-à-dire les moins de 15 ans. Sans nier les qualités plastiques et d'interprétation de ces films, je ne garde aucun souvenir d'aucun film d'Almodovar après les avoir vus. Cependant, l'accroche, si on peut exprimer les choses ainsi, d'Attachement, est précisément que le personnage féminin a perdu la mémoire, ce qui m'a fait buter sur ce film, revu plusieurs fois, qu'il ne me paraissait pas être le mieux choisi dans sa filmographie pour propulser à ce point sa carrière, le succès du précédent à l'affiche déjà symbolique lui ayant permis de tourner ce dernier, qui, en première lecture, paraît d'une triste banalité, en dépit du charisme et du talent de ces 2 vedettes. L'altération de la mémoire est commune aux victimes de sévices corporels, femmes maltraitées comme dans les giallo italiens, ce qui est en quelque sorte le cas de Marina, actrice de films pornographiques, qu'elle ne tourne manifestement pas par amour du sexe. Les actrices porno sont, dans le milieu des artistes-interprètes, celles qui sont le plus maltraitées. L'ADN des films d'Almodovar, on le trouve dans sa palette graphique qui rapproche son cinéma, comme on l'a dit en introduction, de Mondrian. Le peintre le plus difficile à imiter, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Mondrian ne peint pas des carrés de couleurs comme un enfant rempli des cases à colorier, il les organise avec une science de la colorimétrie enseignée dans les écoles d'art, mais la manière de les organiser en les mariant l'une à l'autre, en plus d'en choisir l'intensité et la surface, résulte de notre savoir qui, lui, reste insondable. Des gens fondent en larmes devant une peinture de Mondrian, comme d'autres devant les Noirs de Soulages. Et Almodovar, initié à cette science, ne définit pas ses couleurs uniquement selon son goût. La fascination qu'exerce son cinéma sur le public est en grande partie conditionnée par son utilisation de la couleur, dont l'explication donnée par les exégètes me laisse toujours insatisfait. L'esthétique, c'est insuffisant, j'ai besoin d'en savoir davantage. J'éprouve personnellement à la vision de n'importe lequel de ces films un certain écœurement, comme après avoir mangé une de ces pâtisseries espagnoles trop riches en sucre, écœurement auquel s'ajoute une indisposition
comme si on m'avait mis un sale coup de poing dans la gueule, ou plutôt dans le bas-ventre. Je ne suis jamais ressorti d'un film d'Almodovar en me disant « Youpi, la vie est belle ». Si Mondrian occupe une place majeure dans son cinéma, Attache-moi, de par son titre, nous renvoie à Picasso, autant au peintre qu'à l'homme qui traitait les femmes comme des objets, les séquestrait, les battait jusqu'à leur faire perdre connaissance. Certaines de ses maîtresses se sont suicidées et les mauvais traitements infligés par Picasso à ses muses, il les représentait dans ses portraits, visages disloqués, coupés en morceaux, par définition le style Picasso qui va au-delà du cubisme et qui nous évoque naturellement la fragmentation de la personnalité associée, comme chez Almodovar, à une science de la couleur tout à fait organisée, mais l'Espagne n'est-il pas le pays de la couleur après tout ? Attache-moi pourrait avoir comme sous-titre « Pour que mes morceaux ne s'éparpillent pas ». Et cette actrice porno coupée en 1000 morceaux va finalement se rappeler avoir connu son kidnappeur au moment où il lui fait l'amour, retrouvant le souvenir de celui qui ne lui avait jamais donné autant de plaisir auparavant. Cependant, le passé du personnage masculin reste volontairement incomplet. Lorsqu'il raconte à Marina d'où il vient, il commence son récit par l'évocation de la mort de son père, et sur le dessin, le point de départ de son parcours de vie est représenté par un crucifix à l'envers. Certes, de par la position du cercueil sur l'image, mais c'est sur le crucifix qu'on attire l'attention. Il était tout à fait possible de le représenter dans le bon sens, il y a donc volonté de le montrer à l'envers. Mais si on prête attention à la gauche du cadre, on identifie l'amorce d'un autre dessin. Le personnage de Ricky tient une sorte de journal dans lequel il ne raconte pas sa vie par écrit, mais en la dessinant. Qu'a-t-il dessiné sur la page de gauche ? ¿Qué es eso, Pedro ? La caméra ne le dévoilera pas, mais on y devine un poignet ligoté. Après tout, le film s'intitule « Attache-moi », cependant ligoté avec une sorte de bracelet de force. N'oublions pas que dans ce carnet, Ricky dessine des moments de son enfance. Ce genre d'indice tout à fait subliminal, croix retournée, poignet, vraisemblablement celui d'un enfant ligoté, abonde dans ces films. Et on ne peut les identifier que par des arrêts sur image. N'a-t-on pas ici un début de réponse sur le malaise qu'on éprouve en les regardant ? J'ai pu en parler avec d'autres spectateurs, autant que sur l'idolâtrie qu'il suscite. Ce personnage psychiatrisé, sans qu'on nous explique pour quelle raison autre que la mort de son père, a de multiples personnalités, des comportements imprévisibles. Il est conscient de ce qu'il fait, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il prétend avoir 23 ans, alors qu'Antonio Banderas en a au moins 30 au moment du film, mais c'est encore cet attachement très particulier pour ce chiffre au pouvoir magique qu'on retrouve dans les films de toute nationalité. Lorsqu'il revient vers la maison de ses parents à la fin de l'histoire, il se retrouve dans un village totalement dévasté qui, à l'époque du film, ne peut pas être un témoignage de la guerre civile, mais le résultat du probable cataclysme subi par Ricky dans son enfance. Cataclysme psychologique s'entend. L'adresse de son ancienne maison est d'ailleurs un chiffre 11, chiffre qu'on retrouve associé au 9 dans le numéro de prise qui figure sur le clap de La mauvaise éducation, tourné 3 ans après le 11 septembre. Une scène qui peut paraître totalement gratuite, scène de transition, qui dans le premier tiers du film voit Marina, au sortir du plateau où elle est en train de tourner un film, croiser un muletier. Attendrie par la mule, elle en vient à soulever sa patte et dire au muletier qu'il a un œil de poisson sous le sabot, c'est-à-dire un abcès, et que s'il ne le soigne pas, il devra être amputé. L'utilité de la scène est de nous montrer les origines sociales de cette actrice de film porno, issue d'un milieu très pauvre, et sait reconnaître ce qui met la vie du cheval en danger mieux que le muletier lui-même. Dans la version espagnole, elle emploie le mot descalzo, synonyme d'œil de poisson, terme retenu dans le doublage français. On remarque l'œil sur un poisson mieux que sur une autre espèce, parce qu'il n'en a qu'un de visible à la fois, et surtout parce qu'il ne le ferme jamais. Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, où il était également question d'asile psychiatrique, Jack Nicholson, pour sortir les pensionnaires de leur aliénation,
les amenait à une partie de pêche où il leur montrait l'art d'accrocher un hameçon en transperçant l'œil du poisson dont il se servait comme appât. L'œil du poisson, celui qui ne se ferme jamais, a ainsi la même signification dans le film de Forman que dans celui d'Almodovar. C'est l'œil omniscient qu'il faut crever pour aspirer à une certaine liberté dans cette société qui, en dehors ou en dedans de l'asile, reste une organisation dont il faut avoir la carte. Alors dans cette scène, Marina, qui avise le muletier du danger que représente l'œil de poisson, le met en garde contre un péril. Selon sa biographie, le père d'Almodovar était muletier et le personnage qui l'accompagne, c'est précisément lui plus jeune. Est-elle en train de dire à son père que l'œil va le faire disparaître s'il perd son cheval, qu'il deviendra un personnage anachronique dans un monde de plus en plus sous la surveillance de l'œil? Les muletiers à la fin des années 80, bien qu'ils fassent encore partie du paysage en Espagne, devenaient de plus en plus désuets. Fellini tournera une scène comparable à la même époque, 1986, dans Ginger et Fred, où la présence incongrue d'un œil sur un plateau télé annonçait la fin d'un monde fantaisiste et libre au profit d'un monde sombre. Les années 80 sont en effet souvent pointées comme la décennie où Lucifer a pris possession du monde. Dans Attache-moi, le film dont Marina est la protagoniste, dirigé par un metteur en scène paraplégique, est-ce l'incarnation préventive de ce qu'est devenu Almodovar avec les années un vieillard en quête d'euthanasie? Le film qu'elle tourne est une sorte de fumetti, autre sous-genre du cinéma italien qui mettait en scène des hommes augmentés, parents pauvres des super-héros américains. Dans le film qu'elle tourne, métaphore de ce qu'elle va connaître dans la vie, le héros a un visage coupé en deux, une moitié mutilée, une moitié intacte. Lorsqu'il entre chez elle par effraction, comme le fera Ricky dans la vraie vie, il refuse de lui montrer son visage, c'est-à-dire son côté mutilé. Dans la vraie vie, c'est lorsqu'elle découvrira les mutilations de Ricky, semblables aux siennes, qu'elle tombera amoureuse de lui. Mutilations que Ricky affiche après avoir été corrigé par des dealers et qui montre à Marina que sous sa carapace de macho, Ricky est un homme en lambeaux. Ne négligeons pas pour autant un symbole important, celui du Sacré-Cœur, par lequel commence d'ailleurs le film, puisqu'il sert de générique. Cependant, la caméra s'en éloigne progressivement, accompagnée par la musique dissonante d'Ennio Morricone, pareille à celle d'une boîte à musique pour enfants. Mais une boîte à musique cassée, dont la mélodie nous pénètre avec ce sentiment que quelque chose a en effet été brisé dans l'enfance. C'est sous cette image du Sacré-Cœur que Marina et Ricky vont faire l'amour, image qui n'a rien de blasphématoire, bien au contraire. Le Sacré-Cœur célèbre l'union de ces deux êtres disloqués, dont la dissociation est d'ailleurs représentée par la décomposition de leur corps unis, reflété dans un miroir. On a au passage l'évocation d'un cosmos fantaisiste, qu'on repère aussi dans Scarface, dont je ne parle pas dans la précédente vidéo, cosmos décoratif évoqué par le globe du monde est à vous, et lorsque Ricky replie le store au-dessus du lit de Marina afin de dégager un faux ciel. Il lui dit qu'elle pourra regarder les étoiles et la lune, cette lune et surtout ses cycles à laquelle les occultistes attachent une si grande importance, lune si présente dans de nombreux films, sans qu'on y prête une attention quelconque, produit la même puissance d'évocation que les images subliminales qu'on évoquait plus haut. On remarque d'ailleurs qu'au moment où il lui découvre la voûte céleste, Marina est bâillonnée et elle a peur. Venons-en, et on va passer plus rapidement dessus, à La mauvaise éducation, qui, on le rappelle, n'est pas reconnu par Almodovar comme un film autobiographique, ce qui ne veut pas dire que c'est vrai, où la dissociation de l'enfant violé par un prêtre est représentée au premier, au second et au troisième degré. La fragmentation est clairement affichée dès le générique, qui voit défiler des visages coupés en morceaux, le symbole des Skulls and Bones, des personnages dédoublés, une femme dans une position Fellini-romienne, une rose, celle de la Rose-Croix probablement, un mannequin articulé, un œil, un cœur arraché, comme celui du Sacré-Cœur dans le film précédent, ainsi que plusieurs appareils génitaux masculins. Il y a d'abord la dissociation symbolique, celle du frère de la victime qui se fait passer pour la victime elle-même,
et qui dans le film va jouer le rôle de la victime. La victime du viol, qui à l'âge adulte est devenue transsexuelle, ainsi que le prêtre qui a violé l'enfant, qui est revenu à la vie civile sous un autre nom. Puis il y a Almodovar lui-même dans la peau du metteur en scène, qui joue son rôle, metteur en scène autant que détective, puisqu'il va fouiller dans le passé de son camarade pour découvrir qu'il est mort, que celui qui se fait passer pour lui est son frère, qu'il a été violé par le prêtre de l'établissement où il était scolarisé et que ce prêtre vit sous une fausse identité. On a remarqué que dans les films Almodovar, homosexuels vraisemblablement attirés par les hommes masculins, la transidentité est souvent le résultat d'une profonde blessure. Les trans heureux de vivre, comme celui rencontré dans ce film, sont davantage des travestis que des transsexuels. Toutefois, celui-ci est dédoublé dans les images du générique, une partie opposée à l'autre, ce qui suppose tout de même une ambiguïté. La scène du viol à proprement parler est représentée par un effet visuel caractéristique qui nous renvoie, volontairement ou non, de nouveau vers le cinéma italien avec l'affiche du syndrome de Stendhal de Dario Argento, et quand ce même personnage, devenu transsexuel à l'âge adulte, est retrouvé, il vit dans un immeuble dont la façade est recouverte d'une mosaïque colorée, brisée en 1000 morceaux. Une photo, j'imagine que c'est une photo promotionnelle, présente les deux camarades de classe comme s'il s'agissait d'un seul personnage reflété dans un miroir, avec le ruban arc-en-ciel dont on connaît tous le sens. Une image qui m'a spontanément évoqué L'Autre, de Robert Mulligan. Almodovar, grand cinéphile, fait son marché un peu partout. Film où le frère mort et le frère en vie n'étaient qu'une seule et même personne. Par conséquent, et pour conclure, Almodovar, porte-drapeau du cinéma gay qu'il a rendu accessible au grand public, est avant tout le cinéaste des traumatismes profonds, bien entendu les siens. Être homosexuel sous l'Espagne franquiste nécessitait une bonne connaissance de la survie en milieu hostile, mais en aucun cas ce fils de muletier ne serait devenu un des plus grands cinéastes du monde sans passer par l'initiation. Il incarne à lui seul la totalité du cinéma espagnol, et qu'en restera-t-il après sa disparition? Je pense à la mort et je crois que tous les jours.